Alors, avant de reprendre, d'aller en avant dans l'histoire et de parler de l'essor du féminisme, je vais quand même faire un pas en arrière parce que parmi les grandes militantes et les grands militants socialistes de la première heure, j'ai oublié de mentionner une femme que j'admire beaucoup, qui est Flora Tristan, à laquelle est nommée d'ailleurs une de nos salles de l'Institut. Je ne sais pas. C'est Flores, c'est un île à... Ah non? Gaffe. Ça manque alors. Donc, Flora Tristan, c'était elle a vécu au début du 19e siècle aussi. Elle n'a pas vécu longtemps, elle est morte quand elle était encore jeune, à une quarantaine d'années. Et c'était vraiment un exemple de l'intégration de la théorie, les écritures et les luttes, le militantisme. C'est une femme très activiste qui a voyagé. Elle était d'origine d'un père péruvien, d'une mère française, fille illégitime d'ailleurs. Et elle a commencé à lutter très très jeune, d'abord pour sa propre émancipation, parce qu'en tant de femme, de fille pauvre, illégitime, elle a dû se battre contre tous les préjugés et toutes les limites que la société lui a imposées. Elle a dû donc se battre pour survivre. Donc elle a travaillé très jeune, puis elle a été obligée de se marier. C'est un mariage imposé, elle s'est mariée, elle a eu des gosses, mais c'était en plus un homme violent, donc avec deux gosses et enceinte du troisième, elle a pas divorcé parce que c'était possible, mais s'est séparée, s'est enfuie, si on peut dire, de son mari, et elle a voyagé, elle a été chercher ses parents au Pérou, elle a voyagé dans le Pérou, elle a vu la condition des femmes et des prolétaires, et elle est devenue une militante socialiste très active, et qui d'ailleurs très tôt a eu l'idée qu'il fallait construire une internationale, encore je crois même avant Marx. Elle prônait l'idée d'une union ouvrière internationale. Elle admirait des féministes avant la lettre dont elle a repris certaines idées, l'idée de l'éducation, de l'ouverture des métiers pour les femmes, et en même temps, elle était en contact avec d'autres socialistes utopiques, mais malheureusement, elle n'a pas vécu assez longtemps pour pouvoir vraiment contribuer à la première internationale, à cette internationale qu'elle avait déjà proposée et désirée dans ses écrits. Donc, Flora Tristan, c'est une femme, une socialiste et féministe absolument intéressante, soit comme écriture, soit comme vie vécue. Maintenant, on passe à l'essor du féminisme, ce qu'on appelle le féminisme libéral, notamment en Angleterre et en France. Donc, on est au 19e siècle. Donc, ce premier féminisme, il était centré sur des questions, surtout de l'accès des filles à l'éducation et l'accès aux professions, et dans une deuxième phase, l'accès au vote. Parce qu'il faut quand même vous imaginer, c'est une société où c'était considéré que l'éducation, les professions, c'était un futur pour les garçons. C'était pas quelque chose qui concernait les filles. Donc c'était des femmes qui voulaient s'éduquer, qui avaient un grand soif de connaissances, de pouvoir accéder à ces savoirs qu'il y a dans le monde et dont elle était exclue. Quelques noms de cette époque, en Angleterre, Mary Wollstonecraft,
Emily Pankhurst. Donc c'était les premières suffragettes, c'était les femmes qui luttaient pour le droit au vote. C'était des femmes évidemment issues de classes moyennes et bourgeoises qui pouvaient se poser ce problème-là. Parce qu'à cette époque-là, n'oublions pas, les prolétaires, ils travaillaient comme les hommes d'ailleurs, dans les usines, des journées de 12 à 16 heures, donc ils n'avaient pas tellement le temps de se poser ces problèmes-là. Et d'ailleurs, les femmes, ces premières féministes libérales, n'étaient pas nécessairement intéressées, la plupart d'elles n'étaient pas intéressées non plus à la condition des femmes prolétaires, ouvrières. Donc elles se posaient des problèmes des femmes de leur classe. Ce qui est tout à fait normal. Mais c'était quand même des points de référence, comme je disais avant, aussi pour les femmes militantes socialistes dans l'international qui reprenaient les idées démocratiques de liberté, d'accès à l'éducation, de l'ouverture de tous les métiers aux femmes et tout ça. Alors, au courant du XXe siècle, donc j'ai déjà parlé des militantes socialistes dans les internationales, il y a donc beaucoup de conquêtes du mouvement ouvrier par rapport à la journée de travail, ce qui concerne évidemment énormément les femmes aussi, par rapport à l'accès à l'éducation. Donc il y a un progrès systématique dans la condition des femmes et il y a aussi une amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière en général. Et là on arrive à ce qu'on appelle la deuxième vague féministe. Bon, je parle des années 60-70 du siècle passé, c'est déjà plus proche de nous. Donc au milieu de la contestation générale de l'existant, la contestation des guerres impérialistes, du capitalisme, du racisme, il surgit aussi la contestation des rapports de domination masculine, la question de la libération des femmes. Il y a une énorme présence des jeunes femmes dans les universités, c'est aussi une conquête du mouvement ouvrier et une nécessité pour le capitalisme aussi, entre parenthèses. Donc, ces jeunes femmes participent à plein dans les mouvements de libération, anti-guerre, anti-racistes, pour les droits civils, pour tout. Et elles se rendent compte que, malgré le fait que les droits formels ont été acquis, elles n'ont pas la même place dans ces mouvements-là que leurs copains, leurs camarades hommes. Et que donc l'égalité complète n'a pas été acquise. Et que le sexisme... Alors, elle commence à analyser les relations de domination masculine qui agissent au sein de ces mouvements. Dans les relations personnelles, au niveau de l'imaginaire, dans la culture dominante, pour arriver à la question clé de l'oppression au sein de la famille, en relation avec la sexualité et le corps. Donc, c'est très souvent, c'est ça le focus. Elles partent, elles forment des groupes d'autoconscience et c'est là qu'elles arrivent à comprendre que ce qui est vécu comme des problèmes individuels de chaque femme, de l'insécurité, le fait de ne pas se sentir à l'aise dans certains rôles et certaines réunions, le fait de subir souvent une sexualité qu'elles ne veulent pas, qu'elles ne veulent pas de cette manière-là,
des petites ou grandes violences qu'elles subissent et tout, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas une question individuelle, mais c'est partagé par toutes les femmes qui participent à ces groupes-là. Et donc, elles commencent à comprendre qu'il s'agit d'une question sociale et politique. Et c'est là qu'elle trouve le slogan qui est encore très important, qui dit « Le personnel est politique ». Donc ça veut dire la politique, c'est pas seulement les grandes questions dont on parle extérieures à nous, mais c'est aussi des choses qui regardent nos vies, qui concernent nos vies personnelles, qui agissent dans les relations personnelles. Et ça met donc en question le rôle des hommes et des femmes à l'intérieur de notre camp, à l'intérieur du mouvement ouvrier, de la gauche, des mouvements sociaux en général. Et pour analyser cela, elles utilisent d'autres outils, donc pas seulement le marxisme, mais d'autres outils qui sont l'anthropologie, une relecture de l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, qui sont des sciences qui servent à analyser ce qu'on appelle les relations individuelles, familiales, personnelles et tout ça. Et dans ce cours, évidemment, dans ce féminisme de la deuxième vague, il y a différents courants. Il y a celles qui, en découvrant cela, rejettent complètement le marxisme, parce qu'elles disent, bon, en ne connaissant pas Marx d'ailleurs souvent, elles disent, bon, le marxisme, ça n'analyse que les relations économiques et matérielles. En fait, l'oppression se situe à un autre niveau, symbolique, psychologique et tout ça, donc on n'en a rien à faire du marxisme. Il y en a d'autres qui essayent de combiner l'analyse de classe, l'analyse marxiste en général, avec, à l'intégrer avec ces découvertes au niveau psychanalytique, psychologique, anthropologique, etc. Donc à l'intérieur de ce féminisme des années 60-70, qui sont nos précurseuses quand même, et beaucoup d'entre nous, les plus vieilles, ont grandi avec ça. Donc il y a le féminisme radical, ce qu'on appelait radical, né aux États-Unis, et puis en Angleterre, en France et tout ça. Donc je vais juste vous donner quelques noms pour vous situer. Il y a Kate Millett, ou Firestone. Et elle voit le patriarcat comme un système autonome. Donc je vous ai dit d'abord, quand je dis patriarcat, je ne dis pas justement système autonome et imbriqué avec le système économique. Elle voit le patriarcat en tant que tel comme un système autonome d'oppression et donc les hommes comme l'ennemi principal, les hommes en général. Puis il y a ce qu'on appelle le French feminism, ou le féminisme différentialiste, dont les plus connus sont Luz Irigaray et Julia Kristeva, qui essentialise les différences de genre. Ça veut dire, donc, la différence de sexe, pour elle, c'est une différence ontologique qui est immuable, et qui donc donne des caractéristiques spécifiques pour les femmes qu'il faut valoriser. Donc leur théorie, c'est ces caractéristiques qui ont toujours existé ont été dévaluées, dévalorisées, méprisées. Ce qu'il faut faire, c'est simplement renverser l'histoire et donc dire que tout cela, c'est des caractéristiques positives. Il faut y attribuer
a une valeur, et comme ça, on va rebalancer le patriarcat, les relations hommes-femmes. Puis il y a le féminisme matérialiste. Je ne vais pas vous donner tous les courants, mais les principaux. Ce qu'on appelle le féminisme matérialiste, surtout français aussi, comme Christine Delphi, qui voit le patriarcat comme un système, attention, comme un système de production. Et donc, elle voit l'exploitation comme une exploitation des femmes par les hommes, en tant que classe. Donc, elle parle de la classe des femmes et de la classe des hommes. Et finalement, il y a notre courant, pas seulement le nôtre, mais aussi, c'est le féminisme socialiste ou féminisme lutte de classe. Donc, par exemple, Sheila Rowbottom est aussi une théoricienne connue, et dans lequel nos militantes ont eu un rôle assez important, surtout dans certains pays, mais pas seulement européens d'ailleurs, mais aussi un peu au niveau international. Nous avons contribué à construire ce courant du féminisme à partir des années 60-70, avec plus ou moins de succès. Ce mouvement n'a pas toujours été bien accueilli, évidemment, dans le mouvement ouvrier. Où les conceptions, d'ailleurs, on parle des années 60-70, c'était les positions soit sociodémocrates, soit staliniennes qui dominaient. Et donc, ce mouvement féministe a été vu par plusieurs comme une menace. C'était... Bon, qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes qui s'organisent, qui revendiquent ça va nous diviser, ça va nous affaiblir. Elles ne voient pas que la contradiction principale, c'est la contradiction de classe, donc toutes leurs histoires, ça vient... Bon, si elles peuvent s'exprimer, de toute façon, ça doit être en deuxième instance, ce n'est pas la priorité. D'abord, c'est la lutte des classes, et puis peut-être on en parle. Voilà, sur cette question, sur les rencontres et les séparations entre mouvement des femmes et mouvement ouvrier, il y a Cinzia Ruzza qui a écrit un livre. Je ne suis pas d'accord avec tous les passages, mais il était intéressant. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Pas encore. Il s'appelle Les liaisons dangereuses. Ils existent en italien et en anglais pour le moment. En espagnol aussi? Ok. Et donc, elle parle un peu des rencontres et des séparations entre le mouvement des femmes et le mouvement ouvrier. C'est intéressant. Ma présidente, tu peux me donner le temps? Je reste. 20 minutes, ok. Donc, dans les 2 dernières décennies, il y a un autre courant qui a émergé et dont Marek connaît beaucoup mieux que moi, mais je vais quand même le citer en essayant de ne pas dire des bêtises, et c'est le courant écoféministe. Là, je connais surtout deux personnes, c'est Maria Mies, une Allemande, et Vandana Shiva, qui m'intéresse beaucoup, qui est une militante indienne, qui aussi écrit beaucoup, mais aussi fait a une pratique aussi d'organisation des femmes. Alors, elles font un parallèle entre l'exploitation capitaliste des ressources de la nature et de la force de travail des femmes. C'est-à-dire l'exploitation des ressources gratuites qui ne comptent pas dans les bilans économiques
et dont on use sans limite pour en tirer du profit, pour produire du profit. Alors, elle constate une affinité majeure entre les femmes et le milieu naturel, l'environnement, notamment dans les zones rurales. Une affinité majeure, une proximité majeure entre les femmes et l'alimentation, les femmes et ce qu'on appelle les biens communs. Et donc cette expérience de vie les approche plus dans leur exploitation, mais aussi dans la potentialité de leur riposte. Pensez à toutes les luttes, vous pouvez aussi en parler dans les groupes de travail, les luttes par exemple pour la souveraineté alimentaire, pour la défense du milieu qui sont menées par des femmes souvent paysannes ou qui vivent dans les milieux ruraux et qui unissent un contenu très radical qui est en même temps anticapitaliste, écologiste et, si je peux dire, féministe, ou en tout cas de libération des femmes. Parce qu'en plus, quand il y a une lutte qui s'entame sur ce plan-là, ça implique tout de suite l'ensemble des conditions de vie. Alors, ce courant est très intéressant. Il y a aussi une partie qui est moins intéressante, qui naturalise un peu le rôle de la femme, ce qui ne nous intéresse pas, évidemment. Ils tendent à dire que les caractéristiques féminines, donc cette idée d'être plus proche de la nature, ça a à voir avec une espèce d'essence féminine qui est liée à la maternité, donc le soin c'est lié à ça, les femmes seraient plus pacifiques en soi et tout ça. Non, elle idéalise un peu ces caractéristiques soi-disant permanentes, ahistoriques. Ça, évidemment, nous le critiquons. La maternité, pour nous, ce n'est pas un destin, ce n'est pas notre nature profonde qui appelle, mais ça doit être, et ça est, pour des femmes libérées, c'est un choix. Et on ne veut pas figer les femmes dans leur rôle maternel. Alors, mais cela n'empêche pas que, effectivement, la réalité de l'expérience de vie des femmes est souvent beaucoup plus proche à la nature, à la question de la survie humaine, l'alimentation, même dans les sociétés industrialisées, c'est encore les femmes qui s'occupent des besoins primaires et qui sont souvent beaucoup plus sensibles aux questions de la sauvegarde de notre planète, de la nature, etc. Et donc, nous ne sommes pas la nature, mais nous faisons partie de la nature et nous voulons la sauvegarder. C'est une question très importante et donc le courant écoféministe est à suivre avec beaucoup d'intérêt et à intervenir. Bon, maintenant je voudrais revenir un peu sur les questions de genre, de sexe et de famille. Donc, je reviens sur le concept du genre et sur le rôle central de l'éducation et de la famille dans la formation du genre. Quand je dis genre, je me réfère à la construction sociale qu'on érige dans les différentes sociétés sur la base de la donnée biologique du sexe. Alors, si nous regardons de plus près la famille occidentale actuelle, mononucléaire et hétérosexuelle, qui est proposée comme modèle dans le monde entier et adoptée par les classes dominantes et les classes moyennes en général, nous voyons que, en fait, c'est le lieu de la soustraction du travail reproductif des femmes, c'est le lieu de la procréation et du contrôle de la sexualité des femmes, où la paternité de la succession est garantie.
C'est un facteur plus important dans les familles bourgeoises, mais pas seulement. La monogamie des femmes doit être assurée. Et là, on voit clairement la double morale. La fidélité conjugale qui est proclamée pour tous et pour toutes, en fait, est exigée particulièrement de la part des femmes. Alors, pour obtenir cela, il faut dresser les femmes, et les hommes aussi, pour qu'ils et elles remplissent leur rôle. On appelle ça genrer les personnes. Je ne sais pas si c'est traduisible. Donc ça veut dire leur apprendre à assumer leur identité de genre, masculine ou féminine. Pas de troisième voie possible. Ou masculine ou féminine. Fonctionnelle pour leur rôle spécifique dans la société et dans l'économie. Alors, ce dressage-là commence dès le plus jeune âge, dans l'éducation différenciée qu'il y a pour les filles et pour les garçons, à partir des attentes des parents, à partir des jouets, à partir des activités qui sont proposées pour les enfants, les activités sportives, culturelles, les libertés qui sont concédées aux unes et aux autres. Le garçon est éduqué pour l'autonomie, pour se suffire en tant qu'individu, pour dominer ou au moins à ne pas se laisser faire. La fille doit être au service des autres, complaisante, agréable, plaire aux autres, et surtout à l'autre sexe, évidemment. Là-dessus, il y a un livre qui a été écrit il y a très longtemps de Elena Giannini Bellotti, ça s'appelle Du côté des petites filles, qui analyse ça en détail et qui malheureusement est encore valable maintenant. Alors, donc, il s'agit de tout un appareil psychologique et idéologique qui est mis en œuvre pour obtenir ces résultats-là. Il s'agit évidemment de mécanismes subtils. Parfois, c'est de l'intimidation, parfois c'est du chantage émotif, parfois c'est une menace, c'est l'isolement. Et à travers tout cela, comme je disais, les hommes sont poussés à aller à l'encontre du monde, à conquérir le monde. Et les filles sont poussées à conquérir un homme. Bon, cela imprègne un peu notre manière de penser. Elles sont poussées à ça, elles sont poussées à devenir mères, à s'épouser, à fonder une famille. Et cela encore maintenant. Et dans tout cela, il n'y a pas de place pour une orientation sexuelle différente. Donc c'est un carcan aussi qui empêche l'homosexualité. Cette manière de penser fait partie de l'idéologie dominante, donc elle est présente pas seulement évidemment dans la famille, mais aussi dans tout ce qui nous entoure comme image qui nous est proposée et qui forme notre imaginaire de ce qui est possible, ce qu'on peut atteindre et ce qui est en dehors de notre pensée, de notre possibilité de nous imaginer en tant que personnes adultes et réalisées. Et cette identité de genre est assimilée par les deux sexes. L'idée de l'infériorité des femmes est aussi intériorisée par les femmes elles-mêmes. Et ça devient d'ailleurs souvent un obstacle à leur libération et à la solidarité entre femmes. Dans notre société, l'homme, le mâle, constitue la norme. La femme, le produit dérivé. C'est ce qu'on appelle androcentrisme. Dieu créa l'homme, pas la femme. La femme est créée à partir d'un petit morceau. C'est le produit dérivé. L'homme est neutre. La femme est ou trop peu. Trop affirmative, trop agressive,
trop féminine, trop sexy ou le contraire. Pas assez affirmative, trop faible, un peu négligée, donc pas assez sexy. C'est jamais juste. C'est toujours trop ou trop peu. Tandis que l'homme, il est là en soi et ça va, c'est bien. Et tout ça, dans le domaine public, dans le travail, dans la politique, quand on juge une femme politique, on ne juge pas ses actions, ses idées, ou pas en premier lieu, ou pas seulement. On juge comment elle est habillée, bon, on juge comment elle marche, on juge si elle a du bidon, on juge si elle a des relations amoureuses plus ou moins correctes. Bien. Et tout ça, donc souvent, tout ça passe sur le corps. Ça a un aspect physique quand même assez important. Et tandis que le corps de l'homme, il est neutre, il ne gêne pas. Le corps de la femme, ça gêne. C'est associé au malaise, à la maladie, les menstruations, des trucs comme ça. On n'en parle pas, quoi. C'est des choses qui gênent. Mais ça, c'est le corps de la moitié de l'humanité. C'est pas un truc marginal. Et ça nous détermine quand même assez fort. Bon, les espaces publics, matériels et symboliques sont créés en fonction de ce modèle-là. Donc, ce modèle androcentriste. Et je disais, l'oppression des femmes passe souvent sur la question du corps. Et beaucoup de luttes de femmes, des luttes féministes d'ailleurs, concernent le corps. Les luttes pour les libertés sexuelles, pour l'avortement, pour le contrôle de la procréation, contre les violences. Et c'est pas par hasard. Aussi les luttes pour la libre expression, le choix des vêtements, la libre circulation des femmes dans tous les quartiers de la ville et à toutes les heures de la journée et de la nuit. Et ces questions-là sont souvent des luttes transversales, c'est-à-dire qui concernent toutes les femmes, même si pas de la même manière. Et là, je reviendrai dessus quand je parlerai de nos stratégies de lutte. Bon, sur la question de la famille, donc la famille mononucléaire, l'idéal de la famille qu'on nous inculque, c'est quand même encore assez présent. Je ne sais pas, moi j'habite en Italie, c'est peut-être plus parce que c'est un pays qu'on appelle familiste, où la mamma, c'est vraiment encore un concept très important. Et il y a dans les pubs et tout, il y a cette histoire de la famille bien heureuse, la maman, le papa et les enfants. On appelle ça en italien la famille Mulino Bianco, parce que c'est une marque de biscuits et c'est vraiment le conte de fées de la petite famille heureuse. Mais c'est vraiment une illusion quand on voit les chiffres qui concernent la violence domestique. C'est terrible. Je vous disais, une femme est tuée tous les 3 jours en Italie par violence domestique. Donc en fait, le foyer, ce n'est pas du tout ce havre de paix où une femme peut être tranquille. Au contraire, c'est le lieu le plus dangereux pour les femmes. C'est l'assassinat par violence sexuelle. C'est la première cause de mort pour les femmes entre 15 et 45 ans. Plus que le cancer, plus que les accidents de voiture. C'est quand même fort comme données. Et malgré tout cela, nous, on grandit, on vit tout le temps encore avec cet idéal-là, de l'amour romantique qui va être fondamentalement ce qui nous réalise dans la vie.
Et ça veut dire aussi des attentes différentes qu'on a par rapport à ce que la famille ou les relations doivent contribuer à notre réalisation. Ce qui encore est assez différent quand on voit les interviews des filles et des garçons. C'est quand même l'attente qu'on met d'un côté dans la réalisation professionnelle et de l'autre côté dans l'amour avec A majuscule. Ce que ça va nous apporter dans la vie, ça comporte aussi des attentes, une disparité, une asymétrie, disaient les féministes, dans les attentes des relations personnelles. Donc, souvent, il y a une attente différente des filles par rapport à l'attention, à la tendresse, à la complicité qu'elles attendent de leur partenaire, qui est d'ailleurs souvent mieux satisfait dans des relations lesbiennes ou d'amitié entre femmes, tandis que de la part des hommes, il y a moins d'intérêt. Une fois qu'il y a une relation établie, bon, ça va, on est parti, quoi. Et puis, l'attention à y mettre dans le côté émotionnel, sexuel, d'investissement d'énergie dans la relation, c'est pas toujours ça. Donc, bon, juste pour dire que de la discrépance qu'il y a entre l'imaginaire, les attentes, la formation de genre que nous intériorisons et la réalité. Bon, là, je vais en finir avec les questions. Bon, oui, juste encore le fait que ceux et celles qui veulent sortir de ce dressage de genre sont réprimés encore, même dans les sociétés où il y a une législation assez avancée, ce qui n'est pas le cas d'Italie certainement, celles qui fuient à ce dressage-là et sont reprimées plus ou moins violemment, ou aussi simplement par la dérision, par la marginalisation sociale, etc., etc. Et donc, beaucoup de sociétés, ils et elles, sont réprimées encore violemment. Je viens de quitter l'Italie, où il y a encore une semaine, il y a un garçon de 14 ans qui s'est suicidé, s'est jeté du balcon parce qu'il était homosexuel. Et il était embêté, méprisé, etc., etc. Et ça, donc, dans nos sociétés, en tout cas en Italie, mais pas seulement, je crois, parce que je parlais aussi avec mon copain hollandais, même en Italie, en Hollande, où l'homosexualité est légalisée depuis assez longtemps. Encore, dans certains milieux, il y a de l'harcèlement systématique. Bon. Je m'en arrête là sur la famille, vous la connaissez tous et toutes, vous allez en parler encore. Et on s'arrête là pour revenir aux stratégies de libération dans la troisième partie.